bonjour à tous, merci à tous d'être venus à cet événement. Vous avez certainement vu ce visuel et c'est certainement à cause de ça que vous êtes là. Vous avez bravé la pluie, le beau temps, le temps qui est mauvais là dehors pour être ici aujourd'hui. Je dis bravo à vous. Ça signifie tout simplement que vous êtes soit des investisseurs immobiliers que je vois déjà dans la salle, ou alors des futurs investisseurs immobiliers, des futurs millionnaires en euros, parce que c'est important de le dire. À travers la pierre, à travers l'investissement immobilier, on peut utiliser un levier puissant pour atteindre aussi un niveau très élevé. On est venu d'Afrique, on est venu de loin, c'est pas pour s'amuser en Europe, c'est parce qu'on a envie de développer notre continent, on a envie de mieux vivre. Alors, voici dans le programme de la journée, voici dans ce que j'ai prévu pour vous. On va commencer par le mindset de l'investisseur immobilier, c'est très important parce qu'il faut avoir le mindset quand on veut se lancer. Et aujourd'hui, vous vous posez certainement la question, pourquoi je parle d'investissement immobilier? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs sortes d'investissements, il y a plusieurs autres domaines dans lesquels on peut investir. Il y a des personnes qui commencent par l'Afrique. Et aujourd'hui, on va se poser la question, pourquoi l'investissement immobilier et pourquoi en Allemagne? Ensuite, on va donc parler de l'investissement immobilier résidentiel ou alors locatif, parce que beaucoup se posent la question, ok, je commence par quoi? C'est bien beau de dire investissement immobilier, mais on commence par quoi? Le financement du bien immobilier, c'est très important parce que ce soit en Afrique, que ce soit ici, on a besoin de capitaux énormes pour se lancer en investissement immobilier. Malheureusement, c'est un argent qu'on n'a pas souvent sur son oreiller, donc du coup, on a besoin de passer par une banque pour pouvoir se faire financer. Comment se faire financer? Quelle est la stratégie en investissement immobilier? Comment trouver le bon deal? Je suppose que beaucoup de personnes sont là aujourd'hui pour savoir comment trouver le bon deal. La rentabilité en investissement immobilier, vu que ça va aussi avec l'emplacement, je vais vous en parler, je vais vous expliquer. Quels sont les risques en investissement immobilier? Comme pour tout investissement, l'investissement immobilier a aussi son risque. Donc il faut le savoir, il faut savoir comment gérer le risque, travailler avec le risque. L'influence dans des facteurs externes aussi en investissement immobilier. Aujourd'hui, je vous ai apporté un projet actuel parce que je suis agent immobilier, donc je travaille avec des vendeurs qui mettent des biens immobiliers à disposition pour des personnes comme vous qui veulent se lancer en investissement immobilier. Ensuite, donc, je vais vous parler de ce qui se passe après la signature chez le notaire parce que pour avoir accompagné plusieurs personnes, après, il y a plusieurs qui se posent encore des questions. Madeleine, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Donc, je vais déjà vous donner toutes ces informations-là actuellement. Et pour finir, je vais donc présenter brièvement mes services. Alors, voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent, mon nom c'est Madeleine Tedem, je suis donc titulaire d'un master en économie, je suis investisseur et entrepreneur en immobilier. J'ai une carrière professionnelle de 2011 à 2021, donc pendant ces 10 années, j'ai pris la peine de me construire un patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, je suis agent immobilier, conseillère financière et aussi auteur du livre « Devenez millionnaire avec l'immobilier ». Je vous ai sorti cette photo. La photo date de quelques années, de 2-3 ans, je crois, 2018-2019. C'est quand on était à une conférence Immopreneur ici à Berlin. Pour tous ceux qui regardent aussi les autres chaînes YouTube allemandes, il y a par exemple Thomas Knedel qui était là, il y a Oliver Fischer, c'est le père du Fix and Flip. Et ils étaient là pour nous vendre un produit dans une conférence, une formation à 6 000 € pour pouvoir investir dans l'immobilier. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais vraiment réfléchi par rapport à cette formation. Mais ayant déjà de l'expérience avec un patrimoine, finalement, on a jugé que ce n'était pas trop nécessaire. Mais sinon, assister à des conférences, assister au know-how, prendre des informations, surtout quand on se lance déjà, c'est tout simplement une très bonne chose. C'est quelque chose que je recommande vraiment à tous. Maintenant, on va donc commencer par le mindset de l'investisseur immobilier. C'est quoi le mindset à votre avis? Le mindset en général ou alors le mindset spécialement de l'investisseur immobilier? En général. En général. En fait, le mindset, c'est l'état d'esprit. Ça veut dire dans quelle construction est-ce que la personne est, qu'est-ce que la personne veut faire, où est-ce que la personne veut aller. Alors, je pense que c'est surtout ça. Quels sont les objectifs qu'on se fixe? Et c'est ça le plus important d'abord. Et puis, comment est-ce qu'on y arrive? Je pense que
c'est dans là où tu me conseilles comme toi, il faudrait aller justement suivre des conférences et ainsi de suite. Mais le mindset, c'est vraiment quels sont les objectifs que moi, en tant que personne, je me fixe dans ma vie en général. Merci. Voilà, effectivement, c'est ça. Le mindset, c'est d'abord vraiment l'état d'esprit. Qu'est-ce que tu te fixes? C'est là très bien répondu comme objectif, ce que tu veux faire, ce que tu veux atteindre. On peut aussi dire il y a des gens qui ont l'envie, mais ils n'ont pas la discipline, ni s'imposer des règles. Tu peux avoir bien l'envie d'aller courir, mais si tu ne mets pas la discipline dessus, tu ne feras jamais rien. Rien ne va arriver, justement, et c'est ça où je vais arriver avec ce point, parce que je pose la question de savoir qui ici a le bon mindset. Donc, un peu comme il a dit, par exemple, tu prends la décision de courir, est-ce que tu le fais vraiment? Est-ce que vous pensez ici, comment est-ce que vous vous jugez vous-même côté état d'esprit? Quand vous prenez une décision, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous pensez que vous avez cette discipline-là par rapport au mindset? Stéphane, peut-être? Je n'ai pas bien compris. On cherche la définition du bon mindset. Non, je vois qu'il a complété. Oui, j'ai complété ça. Juste complété, c'est complémentaire parce que savoir ce qu'on veut, bon, là où on va, mais aussi, enfin, être à la disposition mentalement à le faire. Donc, pas juste dire que ben oui, je veux faire et puis ne pas pouvoir plus. Bon, je crois que ça complète. Hein. Oui, ça complète. Bon, pour continuer, je vais tout simplement dire que toutes les personnes qui sont ici, vous voyez même déjà comment vous êtes peu nombreux. Ça signifie que côté investissement immobilier, tous là, vous avez le bon mindset. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit au début, vous êtes levé le matin, au lieu de regarder une série Netflix, ou alors d'aller regarder un foot, ou alors d'écouter le Japa, vous êtes venu ici là. Donc ça veut dire que vous avez déjà le bon mindset pour être investisseur immobilier. Vous avez compris qu'il y a la conférence, même si vous n'avez pas payé avec l'argent. Vous avez payé avec votre temps, votre disponibilité, et vous êtes là. Donc applaudissez pour vous, vous tous qui êtes ici. Voilà, justement. Maintenant, comment avoir le bon mindset? C'est comme il a dit, après avoir fait la conférence, il va falloir passer à l'action. Il va falloir écouter tout ce que vous avez, prendre tout ce que vous avez écouté et passer à l'action, assimiler. Parce que écouter, venir à la conférence pour ne rien faire avec, c'est un peu dommage, quoi. Maintenant, il faut passer à l'action pour pouvoir valider cette étape-là de dire, OK, je suis là, je veux, je vais y arriver. Parce que l'objectif, en général, on continue toujours à le poursuivre. On va donc passer au point 2. Pourquoi l'investissement immobilier? J'ai bien vu te passer le micro, mais bon, tu connais tout donc. Raoul, peut-être? Bon, à part l'immobilier, il y a la bourse, normalement, que je connais très bien. Et qu'est-ce qu'il peut encore avoir? Il y a plusieurs domaines, hein, forcément. Donc dans un commerce, général. Merci. Il y a beaucoup à varier. Quand on met l'argent, quand on met l'argent pour que l'argent puisse produire autre chose. Ouais. Enfin, je crois que là c'est. J'ai l'impression que Laetitia a une idée. Autre type d'investissement. Si tu n'investis pas dans l'immobilier, si tu n'investis pas dans la bourse, tu peux investir encore où? Bon, même dans mon business en général, il y a par exemple des restaurants, tout ça, je trouve que c'est un investissement. Bon, un peu, bon, tout ce qui peut rapporter, pour moi, c'est un investissement. Même faire des cours avec, voilà, si tu as du savoir, tu peux propager. Tout ça, je trouve que c'est un investissement. Bon, d'après moi. Effectivement, le troisième point, le dernier que tu as évoqué, l'investissement en soi, donc l'investissement de faire une formation, apprendre une langue, apprendre quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Vraiment, c'est l'investissement sur soi-même.
Mais je pense que quand on finit avec les études, le type d'investissement qui vient beaucoup en tête, du moins, c'était le cas chez moi. C'est beaucoup plus de... Surtout qu'on a aussi l'emprise de la famille, de dire par exemple que oui, viens acheter un terrain au pays, viens construire la maison au pays, peut-être faire venir ton petit frère. C'est aussi un investissement qui peut être rentable ou pas. C'est discutable, mais c'est aussi un investissement. Et puis finalement, il y a la bourse, comme Raoul a dit. Mais avec la bourse, il y a beaucoup de fluctuations aussi qu'il faut savoir. À un moment, la crypto-monnaie, c'est ce que beaucoup de personnes faisaient, alors les personnes ne juraient que par ça. Après, tu peux aussi investir dans l'or. Tu peux acheter l'or qui prend aussi en valeur sur le temps. Donc maintenant, la question, pourquoi l'investissement immobilier? Parce que là, après avoir vu les autres types d'investissements, pourquoi est-ce qu'on se concentre ou alors on se focalise sur l'investissement immobilier? Pour moi, le premier point le plus important, c'est déjà l'effet du levier. L'effet du levier, je pense que vous connaissez. L'effet du levier, c'est donc de tout simplement dire qu'avec un petit montant d'argent, on arrive à soulever des capitaux assez importants. On arrive à soulever un capital plus important que ce qu'on a apporté. Donc, ça veut dire que tu apportes 10 000 euros à la banque et la banque te donne 100 000 euros, par exemple. Ça, on ne trouve ça nulle part dans aucun autre investissement. Et c'est ça la particularité de l'investissement immobilier. Parce que quand tu veux investir au Cameroun, il te faut les fonds propres. On t'envoie un devis de 50 millions. Tu regardes comme ça et tu réfléchis, tu te demandes comment tu vas faire pour avoir cet argent. En Allemagne, quand tu vois une maison, ça coûte 150 000 euros, ça coûte 200 000 euros, ça coûte 500 000 euros. Ce qu'il faut regarder, c'est ta crédibilité. Tu sais qu'avec 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, tu peux soulever ce montant à la banque. Naturellement, si tu remplis certaines conditions. Donc, l'effet du levier ici, c'est vraiment l'effet qu'on utilise, la raison principale pour laquelle on investit dans l'immobilier. Et aussi, naturellement, l'investissement immobilier, c'est la pierre. C'est tangible, c'est durable. Et quand on est sur une bonne zone, on va toujours prendre en valeur avec son bien immobilier et rentabiliser avec le temps. J'ai une question. Ouais. C'est la seule raison pour laquelle les gens investissent, enfin la communauté camerounaise investit dans l'immobilier, tu penses? L'effet du levier et aussi le fait que ce soit une sécurité, que ce soit durable, la pierre, je pense, oui. Et moi, je pense qu'il faut plus mettre parce que les Allemands, en fait, quand tu côtoies les Allemands et tout, ils disent plus qu'ils pensent plus à la retraite. Justement, la retraite pour plus tard ou pour la future génération. Je pense qu'au départ, il y a aussi cet aspect-là, effectivement. Merci d'avoir complété, qui rentre aussi dans l'investissement immobilier naturellement. Parce qu'il y a aussi d'autres produits comparatifs par rapport à ça, comme par exemple l'assurance retraite ou l'assurance après. Et finalement, l'immobilier, tu te rends compte que parce que l'assurance retraite, il y a l'inflation qui va effectivement, voilà. Et pourtant, en tant qu'investisseur immobilier, l'investissement immobilier, de toutes les façons, l'inflation est de ton côté, mais l'argent que tu laisses en banque, voilà, c'est grignoté chaque année par l'inflation, quoi. Merci d'avoir complété. Voilà, mais sinon, je pense que dans la communauté, actuellement, c'est en train de vraiment venir. Il y a plusieurs personnes qui se lancent. À notre époque, je peux dire, bon, je sais pas, c'est peut-être Berlin et tout. Il y avait quelques personnes qui en parlaient, mais c'est quand même assez peu. Mais actuellement, parce que justement, je pense que c'était beaucoup plus le facteur en Afrique, penser au pays et tout ça, qui était encore très présent. L'autre avantage qu'on a, qui n'est pas négligeable, c'est les avantages fiscaux. Surtout pour les personnes qui, voilà, on va dire, qui ont un taux d'imposition fiscale assez élevé. En général, les Africains, les Camerounais sont des personnes qui sont très intelligentes et qui vont toujours avoir un salaire, on va dire 3 000, 3 500 euros, 4 500 euros pour les médecins. Du coup, ils sont dans la catégorie des personnes qui vont payer 40% qui vont avoir 40% d'imposition fiscale par an. C'est énorme. Donc, du coup, en tant qu'investisseur immobilier, l'État dit, OK, vu que tu mets un bien immobilier à la disposition de quelqu'un d'autre, tu as la possibilité comme ça d'exonérer les dépenses générées par l'investissement immobilier, déjà le taux d'intérêt qui est très élevé actuellement, dans ta fiscalité en fin d'année. Donc du coup, c'est un point qui est assez positif pour les personnes qui ont un taux d'imposition élevé.
Oui. Oui, mais si quelqu'un a déjà investi dans un immobilier privé, bon, je crois que l'imposition sera différente. On ne va pas passer l'imposition, mais que sur la partie... Sur le locatif. Sur le locatif, donc exactement. Donc, oui. Pas sur le résidentiel. Voilà, exactement. Non. Donc, ce qui fait que ça relativise quand même. En fait, ce que je dis... Parce que l'imposition reste, c'est ce que je sais. Oui. L'imposition va rester sur ce que vous... enfin, ici, pour bénéficier des avantages fiscaux, ce serait juste sur la partie investie. Mais sinon, si on a un bien privé, on ne pourrait pas donc accepter 5 ans. C'est pour ça que c'est conseillé de commencer par le locatif et de finir avec le résidentiel très tard. Parce que là-bas, tu ne peux effectivement rien à PZCN. Donc du coup, quand tu commences par le locatif, tu te construis un patrimoine. Après, on sait que le résidentiel, de toutes les façons, c'est parce qu'on veut être à l'aise, c'est parce qu'on veut bien vivre avec les enfants. Bon, c'est pour ça que mon créneau aussi, c'est les jeunes, pour qu'ils commencent plus tôt en fait. On va juste la préciser aussi que c'est surtout plus pour le locatif. Pour le locatif. Oui. On a déjà une question. Oui. C'est comment avec par rapport au... Bon, quand tu disais on paye 42% d'impôts, bon, tu as un exemple pour... tu as des exemples de modélisation pour savoir à peu près combien ça peut baisser au cas où tu as un... Je sais pas. Oui. Okay. En général, quand par exemple on prend un bien immobilier, bon, je crois qu'on va parler un peu des calculs, mais pas trop dans les détails, mais c'est ce que je fais dans la consultation à deux. Quand si tu vas acheter un bien immobilier, on regarde avec ta situation directement parce que bon, les gens ici ont certainement des taux d'imposition différentes, mais en général, tu peux juste te dire 40% des dépenses que tu as effectuées en fait, donc en fait, tu prends les entrées de ton bien immobilier, tu prends les sorties de ton bien immobilier. La différence, tu fais le taux d'imposition là-dessus. Et puis, quand tu vas faire ta déclaration d'impôt en fin d'année, tu vas récupérer. Voilà. Voilà. Maintenant, pour aller maintenant dans la faisabilité du projet de l'investissement immobilier, on a parlé des différents types d'investissements qui existent. Bon, moi, par exemple, je dis, c'est déjà un domaine où il y a toujours de besoin parce qu'effectivement, on est là, on est dans une salle, on va rentrer à la maison, on sera dans 4 murs, on a toujours besoin des 4 murs. Donc, ce qui veut dire que c'est un domaine où il y a le besoin, quel que soit ce qui arrive. En investissant dans l'immobilier, tu investis dans un domaine où tu sais que tu auras toujours la demande. Ensuite, maintenant, la compréhension est facile. Facile dans quel sens? Bon, facile dans le sens où, en général, tu sais ce dont ton locataire a besoin. Parce que toi, tu es forcément locataire. Toi, tu habites dans une maison. Tu sais ce dont le locataire a besoin et tu peux discuter avec le locataire et savoir. Là où c'est souvent un peu compliqué, c'est souvent l'analyse du bien, la recherche du bien et tout ça. Mais après, quand tu es déjà propriétaire, ça devient un peu plus facile à gérer. Bon, maintenant, si tu décides d'investir à la bourse, par exemple, ou dans les cryptos, est-ce que tu comprends la bourse? Est-ce que tu comprends la crypto? Même quand tu regardes, c'est assez généralement complexe et tu ne peux pas dire aujourd'hui que demain, ça va monter ou ça va descendre. Tu ne sais pas. Bon. Ton locataire, généralement, c'est toi qui le choisis. Et par expérience, les locataires qui m'ont souvent stressé, on va dire, ce sont les locataires qu'à l'avance, quand ils sont venus, j'avais quand même un 6e sens. Mais que j'ai forcé et que je me suis dit, non, je pense que ça va aller. Et du coup, tu te rends compte que ça ne va pas. Mais si tu prends vraiment les exercices, si tu prends ta checklist, tu vois comment on doit choisir un locataire et tu appliques vraiment ça, tu n'auras jamais de souci avec un locataire. Donc, c'est un domaine que tu peux quand même, d'une façon ou d'une autre, influencer par toi-même. Donc, du coup, ça revient à être un peu plus facile dans ce sens-là. Alors, la question donc, de l'investissement immobilier locatif au résidentiel, on commence par quoi? Ça revient justement à ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aussi à la fiscalité. Pour moi, c'est clair, c'est définitif. On commence par l'investissement immobilier locatif. Il y a des personnes qui vont toujours vouloir commencer par le résidentiel. Là, je n'en disconviens pas parce que je discute avec des personnes qui ont des besoins qui sont, on va dire, plutôt personnels par rapport au résidentiel, ce qui est compréhensible. Mais si tu veux faire du business, si tu veux avoir une rentabilité, il faut commencer par le locatif.
Parce que le locatif, voilà, c'est la flexibilité, c'est le business, c'est la rentabilité, c'est les avantages fiscaux. Parce que sinon, quand tu commences non pas le résidentiel, comme on a dit tout à l'heure, tu n'as pas les avantages fiscaux que tu as par exemple sur le locatif. Tu es flexible, pourquoi? Parce que tu peux être à Berlin, tu investis en Francfort. Si tu es jeune, tu viens de commencer avec tes études, tu as 30 ans, tu as 35 ans, on t'appelle demain à New York, viens travailler, tu pars travailler, tu sais que tu as tes biens immobiliers, tu as ton investissement. Et aussi justement pour les personnes qui aspirent de changer de pays, qui aspirent quitter l'Allemagne, il y en a qui vont en Suisse et il y en a qui vont aussi au Luxembourg. Ce sont des pays vraiment où c'est extrêmement compliqué d'investir dans l'immobilier. Et toutes les personnes qui me contactent souvent avec ce cas de figure, moi je dis, sécurise-toi au moins un bien immobilier avant de partir. Parce qu'en Suisse, quand tu arrives là-bas, on te demande 40%, 30% d'apport personnel, en plus des frais supplémentaires. C'est tout simplement assez compliqué. Au Luxembourg, même chose. L'immobilier résidentiel, justement, c'est la stabilité. C'est un cadre approprié pour la famille. C'est aussi la rentabilité sur le long terme. S'il y a quelqu'un qui est investisseur ici ou qui a regardé le marché en Allemagne, à Berlin, les 10 précédentes années, vous savez très bien que ici, par exemple, on achetait un appartement 100 000, 150 000 euros. Aujourd'hui, si tu n'as pas le double, parfois le triple, si c'est en bon état, on ne te regarde même pas, quoi. Donc, du coup, que ce soit ta maison principale que tu as achetée résidentielle pour vivre à l'intérieur, ça va prendre en valeur, c'est clair. Mais maintenant, en locatif, tu as en plus des avantages fiscaux. Bon, s'il y a des questions, vous pouvez toujours poser entre-temps. Et puis, sinon, voilà, je vais continuer avec des questions. Maintenant, le financement du bien immobilier, parce qu'effectivement, on a parlé du mindset. On a parlé des différents types d'investissements. Oui, on veut investir, c'est bien beau. On trouve que c'est bien, on a compris qu'il faut le faire. Maintenant, il faut qu'on remplisse les conditions. Parce que comme j'ai dit, on a rarement ce montant-là sous son oreiller. Qu'est-ce qu'il faut donc remplir comme condition? Voilà donc les 3 conditions de base à remplir. Donc déjà, la nationalité allemande ou un séjour à durée limitée pour les personnes qui veulent garder leur passeport. Un contrat de travail à durée limitée, effectivement, pour qu'on sache, la banque aime bien des personnes qui travaillent, qui sont employées. Il y a des cadres de métiers qui sont favorisés, comme les fonctionnaires, les enseignants, les médecins, que parfois même avec un contrat de travail à durée limitée, parce qu'on sait que de toutes les façons, ce sont des personnes dont on a besoin. Les policiers, par exemple, ils ont leurs dossiers sont toujours bien traités. Et avoir un chauffage score de minimum 92%, toutes les personnes qui sont en Allemagne, normalement, devraient connaître la chauffage et éviter naturellement d'avoir des soucis avec cette institution. Après ça, ce n'est pas encore fini parce qu'il faut effectivement que la banque se rassure que tu peux supporter les charges de l'investissement immobilier, parce que l'investissement immobilier vient donc avec une charge, avec une responsabilité. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, tes entrées moins tes sorties doivent être supérieures à 600 euros. Bon, du coup, si tu vas travailler et tout, bien négocier ton salaire, réduire ta dépense principale, qui est généralement le loyer. Et puis, voilà, tes dépenses pauschales, en général, la banque a déjà un montant pauschal pour ça. Éviter les crédits de consommation, je dis ça assez souvent. Et voilà, éviter donc tout ce qui peut te faire sortir plus d'argent de ta poche. Là, je suis venue avec un exemple concret, juste rapide là, pour que vous puissiez regarder, pour vous donner une idée du calcul de la banque. C'est vraiment juste pauschal. Bon, de banque en général, ça va différencier. Donc, généralement, on dit d'un montant X à un montant Y. C'est ta capacité d'emprunt. Sur la partie entrée, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que tu as comme entrée compte. Donc, ça veut dire ton salaire, si tu as un mini-job, si tu as des enfants, tout ce que tu as comme entrée, ça compte. Maintenant, la partie sortie, justement, les banques fixent généralement un montant. Ça va dépendre des banques. Là, j'ai mis 800 euros
Il y a des banques qui prennent 500 € par mois pour un adulte, 400 € pour l'entretien de l'enfant et 300 € généralement pour le transport parce qu'effectivement, il faut bien que tu ailles au travail et c'est un montant qui est pauschal. La balance financière ici est donc de 1250 €, tu vois, donc c'est positif, donc ça veut dire que là, tu peux investir. Maintenant, comment savoir quelle est ta capacité d'emprunt? Des banques calculent différemment, comme je dis. Parfois, on peut aller juste, quelles sont tes entrées qu'on multiplie par 110 ou alors le résultat de ta balance qu'on va multiplier par 350. De toutes les façons, tu peux déjà, donc, avec cette constellation aussi, acheter un bien immobilier de ce montant-là. J'ai une question, pas Oui. sortir. Frais d'entretien des parents, est-ce que c'est l'investisseur qui demande, qui dit cela à la banque, ou bien ça se passe comment en fait? C'est pauschal, donc c'est là que c'est pauschal. Même si tu manges le tapuka tous les jours, la banque dit que c'est 800 €. Dans les Lebensunterhaltskosten pour tes habits, pour tes entretiens, la banque suppose que tu vas aller en vacances un jour. Voilà. Madeleine, je suppose que pour les enfants, c'est juste un an par enfant. C'est par enfant, justement, et aussi par adulte. Donc, voilà, un adulte, 800 € et par adulte et par enfant pour entretien. L'apport financier personnel, je crois qu'en Allemagne, c'est dans les 30%, non? Ça différencie quand on investit. C'est 10%. Bon, en fait... C'est pas 30? Non. Bon, il y a des financements à 110% qui sont possibles. C'est vrai que sur le résidentiel, je conseille souvent de mettre plus d'apport parce que le résidentiel, c'est un bien qu'on veut généralement quand même beaucoup payer. Parce qu'à mon temps, j'avais lu que c'est l'État qui oblige les banques de demander un apport financier juste pour la sécurité financière de l'émission. Non. Enfin, ce que j'avais lu il y a cela quelques années. Non. La banque... C'est 30% quand enfant. Non. En fait, le minimum, c'est vraiment les frais supplémentaires d'abord. Non, c'est pas l'État qui régule ça. Non. Naturellement, la banque a certaines règles qu'elle doit respecter, donc par exemple la valorisation du bien et tout le reste. Mais la banque aussi ne veut vraiment pas faire la vente aux enchères. C'est vraiment le dernier recours pour la banque. Donc du coup... Parce que j'avais lu que les 110% ou 100% du financement est formellement, pas conseillé par l'État. Parce que surtout, c'est ça qui amène parfois à la fin aux ventes aux enchères. Parce que vous prenez un immobilier que vous êtes incapable à la fin de financer. Donc cet apport que l'État oblige... Prenons par exemple, il y a 5 ans, disons, que tu avais pris un bien ici à 150 000 € un appartement et que 5 ans après, on est à 200 000 € de valeur par exemple. Disons que tu avais financé à 100%, donc tu as quand même payé une costine de ta poche. Et même si la banque veut faire la vente, je veux dire, il n'y a pas de raison pour qu'on fasse une vente aux enchères. Parce que en fait, après avoir investi pour la première fois, la banque fait ce qu'on appelle Vermögensbilanz. Donc, ça veut dire qu'après 5 ans, on regarde aussi quelle est la valeur de ton patrimoine sur le temps et par rapport au reste de dettes que tu as à la banque, quoi. Donc, il y a ce calcul-là qui est toujours fait in Hintergrund. Madeleine, juste pour que je comprenne mon calcul plus tard, 250 et 110, c'est un coefficient qui est fixe. Non, c'est pas fixe par rapport aux banques, c'est juste un exemple. Comme je dis, c'est dans ce range. Donc, on peut souvent aller plus ou moins 50 000 €. Ça va dépendre des banques, parce que les banques sont aussi unterschiedlich. C'est pour ça que un financeberater va généralement travailler avec plusieurs banques, parce que naturellement, il y a certaines banques qui ne vont pas être d'accord pour un financement X, et il y a une autre banque qui va valider le financement. Ou il y a une banque qui aura un taux d'intérêt. Bon, chaque banque un peu a sa politique interne, quoi. La Deutsche Bank, par exemple, il faut vraiment avoir un salaire élevé pour pouvoir avoir un crédit là-bas. Mais après, quand tu respectes certaines normes, ça va vite avec eux. Donc, chaque banque a sa politique aussi en interne. Maintenant, on va parler des stratégies en investissement immobilier. On vient de voir quelles sont les conditions à remplir. On a le mindset. On peut faire le financement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on investit juste comme ça?
Ou alors, est-ce qu'on choisit une stratégie fixe? La question maintenant vous revient. Quelles sont les différentes stratégies en investissement immobilier? Pour investir par exemple en immobilier, les 3 points dont je connais, il faut connaître où se trouve le locataire, voir la maison immobilière où on aimerait vivre, avoir une étude sur le marché et savoir quel est le prix de l'immobilier dans les prochaines années. Là, tu es dans la micro-analyse carrément hein, pour acheter le bien immobilier. Maintenant, on est encore dans la macro-analyse juste pour savoir c'est quoi les différentes stratégies qui existent. Voilà, donc je vais déjà vous dévoiler. Première stratégie, fix and flip. Qui connaît cette stratégie? Voilà. Est-ce que tu veux expliquer? Je dirais, bon, comme le nom le dit, fixe and flip, tu achètes peut-être un bien qui est déjà un peu délabré. Délabré, tu le renouves et là tu le vends encore plus cher. Effectivement, c'est exactement ça. Donc, tu achètes un bien immobilier, tu te débrouilles à trouver un bien immobilier qui est délabré, donc voilà, qui est en dessous de la valeur du marché parce que naturellement, tu vas investir pour pouvoir le mettre à jour et pouvoir comme ça le vendre pour avoir un bénéfice. Voilà, je crois qu'ici, là, j'ai envie de vous montrer que je connais faire les affaires. Voilà. Bon, l'avantage, justement, c'est le cash rapide parce que tu as justement la possibilité, tu achètes et puis tu revends rapidement. Tu as donc une plus-value en général qui peut être 20, 30, 40 000 euros si tu sais comment t'y prendre. Deuxième effet, les inconvénients donc, du fix and flip, justement, c'est comme je dis, c'est une stratégie. Bon, personnellement, c'est une stratégie que je ne conseille pas pour quelqu'un qui vient de commencer ou qui veut se lancer en investissement immobilier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contours, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Par exemple, déjà, les travaux, les délais sur les travaux. Ce n'est pas seulement en Afrique que les maçons font les choses un peu bizarres. Même ici, ça arrive. Quand on travaille avec les artisans, parfois, ça peut être compliqué. Donc, pour avoir fait l'expérience dans le domaine, tu peux être en train de vouloir que le travail soit livré, je ne sais pas moi, le 1er mai, parce que tu te dis que tu vas louer le 1er juin, parce qu'à partir du 1er juin, par exemple, la banque passe déjà chercher les traites. Si le 1er mai, le travail n'est pas encore fini, naturellement, tu es dans la merde. Donc, du coup, il faut avoir des artisans fiables avec lesquels tu fais déjà la visite au départ, c'est ce que je dirais, qui te disent même déjà les coûts qu'il faut respecter. Parce que là, en ce moment, tu peux introduire directement le dossier à la banque avec les coûts de rénovation, ayant déjà estimé dans les coûts avec l'artisan. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que bon, parfois aussi, tu peux avoir un retard sur la vente. Comme vous avez vu, il y a des facteurs qui ont influencé les taux d'intérêt, par exemple, récemment, je pense entre 2021 et 2022, toutes les personnes qui étaient sur cette stratégie ont quand même eu beaucoup de problèmes parce qu'effectivement, ils avaient calculé en sachant que, bon, de toutes les façons, je vais trouver une personne qui a un salaire de 2500 € à 1%, 2%, il peut se faire financer. Mais du coup, quand c'est devenu 4%, les gens ont commencé à dire non, c'est pas possible et pas à ces prix-là. Le marché a changé et forcément, donc, il y a un risque quand même qu'il faut voir si tu arrives à le supporter ou pas. Et voilà, du coup, tu n'arrives pas à vendre, tu as un bien immobilier que tu as pris en fixe and flip avec un taux d'intérêt variable parce qu'effectivement, tu n'as aucun intérêt à prendre un taux d'intérêt sur 10 ans, un petit diplôme de 10 ans parce que ton objectif, c'est de pouvoir le revendre et du coup, voilà, avec ton intérêt qui augmente, ça devient chaud. Donc, comme je dis, je dis, bon, si c'est une stratégie qui t'intéresse, en tant que travailleur, si tu es en train de faire ta carrière, je conseille que tu commences petit. Après 2-3 biens, parce que pour l'investissement immobilier, il faut aussi voir, hein, il faut aussi goûter, est-ce que ça te plaît vraiment? Et si ça te plaît, tu peux te dire, ok, plus tard, tu peux faire du fix and flip. La location saisonnière, voilà, c'est une location dont plusieurs aiment se lancer parce qu'effectivement, on a l'avantage de la rentabilité. Louer peut-être une journée, 2 jours, même si tu loues 20 jours le mois,
En général, tu vas louer à 50 euros, 60 euros, 100 euros la nuit. Tu auras toujours un montant qui est plus élevé que si tu avais loué de façon classique. Maintenant, les inconvénients, c'est justement pour les personnes qui travaillent éventuellement. La disponibilité pour la gestion, qui n'est pas à négliger, parce qu'effectivement, il faut que l'appartement soit toujours en bon état chaque fois qu'on veut changer. Le capital de départ aussi, pour l'ameublement, et pour chaque fois qu'il y a changement, parce qu'effectivement, il faut avoir un certain standard à respecter pour que les personnes soient toujours satisfaites quand elles viennent, surtout pour les personnes qui sont sur Airbnb, parce que sinon, tu as une note éventuellement négative et c'est pas intéressant. Et à partir de 3 appartements que tu fais en Airbnb, il faut enregistrer justement comme activité secondaire. La troisième stratégie, donc, c'est une stratégie donc, que pendant la période où vous investissez, c'est la stratégie que je conseille vraiment du buy and hold, investir pour le long terme. Investir doucement, commencer doucement. Si tu as peur, tu peux commencer par un petit bien. Si tu es courageux, tu peux aller hardcore. Comme des personnes que j'accompagne qui achètent 2 biens immobiliers en 6 mois, par exemple. Et puis, du coup, tu vois comment ça se passe sur le long terme. Buy and hold, ça veut dire tout simplement, tu achètes, tu gardes, tu mets en location, et puis en général, comme je dis, tu connais ton locataire, tu discutes avec ton locataire, tu sais si tu es bien dans l'appartement, bref, ton loyer arrive ou quoi. Et c'est ça le plus important. Les avantages donc, du buy and hold, déjà, c'est la fiscalité. Donc, comme on a vu tout à l'heure, quand tu investis sur le bien immobilier de façon fiscale, tu as donc la possibilité comme ça de t'exonérer plus de ta fiscalité. C'est facile à gérer parce qu'effectivement, voilà. J'ai des appartements où le locataire à l'intérieur, ça fait déjà 5 ans. Tu n'entends presque jamais sa voix. Peut-être quand tu veux faire le name concern après genou, ou alors quand il a un souci qui arrive peut-être une fois tous les 2 ans. Donc, tu vois que tu peux être en train de faire ce que tu veux, quoi. T'occuper de ta famille, de tes enfants, bref. Tu es assez relax par rapport à ça. Et tu as justement la rentabilité sur le moyen terme. J'ai ici moyen terme parce qu'effectivement, avec le temps, quand ton bien immobilier prend en valeur, parfois tu peux même utiliser cette prise en valeur pour faire un autre financement ou alors tu as un cash flow positif après quelques années. Madame, le troisième point, ça dépend des remplacements, c'est ça? Parce que si tu achetais ou... Exactement. Si c'est Toto Rose, c'est compliqué, c'est vrai. C'est vrai, ça. Il veut préciser. Le troisième point, ça va dépendre d'où ton bien se trouve, en fait. Parce que si tu n'as pas ta rentabilité à moyen terme, à long terme, je ne crois pas que tu pourras rembourser tes traites avec le temps, si facilement. Tu veux dire, par exemple, si tu investis à Dessau, dans des villes, dans des villages où la valeur ne monte pas assez rapidement que Francfort ou pour les alentours, par exemple. Ce sera un peu... Tu peux être un peu défavorisé. Et justement, l'inconvénient actuel dont je voulais parler, c'est le cash flow négatif, parce qu'avec les taux d'intérêt qui sont élevés actuellement, on a... Jusqu'en présent, je pense jusqu'à 2020, on avait toujours l'habitude de dire, OK, on investit sur le bien immobilier parce qu'on a un cash flow zéro, on a des entrées qui vont couvrir complètement les sorties, on prend juste la responsabilité. Mais aujourd'hui, on a aussi la problématique du cash flow négatif, surtout quand tu veux investir sur un bon emplacement. Donc ça peut être justement l'inconvénient du buy and hold. Mais ce que je dis généralement, c'est que voilà, c'est pas non plus éternel. Si tu investis dans un bon lieu, tu as comme ça la possibilité de trouver des moyens de rentabiliser ton investissement. Maintenant, comment trouver le bon deal? Voilà, tu as présenté justement les 3 différentes stratagèmes pour acquérir un bien, un investissement immobilier, disons. Avec la situation politique en Allemagne, parce que je pense que justement les traites à la banque, c'est comme il a dit précédemment, c'est la politique en fait qui le décide en Allemagne. Parce que je pense qu'ils essaient, c'est un social staat, ils essaient quand même d'avoir une mainmise
sur la crédibilité, sur les traites, sur le financement de la population en fait. Donc, qu'est-ce que toi tu recommanderais? Alors, la première possibilité, je crois que tu as déjà déconseillé ça pour quelqu'un qui est tout nouveau, pour un bleu dans le domaine. Maintenant, il y a les locations saisonnières. Le buy and hold, j'ai comme l'impression qu'actuellement, c'est pas très recommandé. Il faudra avoir vraiment de bonnes stratégies pour se lancer, surtout quand on est tout nouveau dans le domaine. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un comme moi qui vraiment veut commencer tout nouvellement et veut se lancer dans le bien immobilier? À quoi est-ce qu'il faudrait que je fasse attention? Pourquoi est-ce que le buy and hold ne serait pas conseillé? En tout cas, il y a plusieurs problématiques qui sont en train d'être débattues actuellement sur le plan politique. Non seulement les impôts qui sont élevés, voilà, les Grundsteuer. Il y a les Grundsteuer qui sont élevés, c'est en train d'être débattu avec, et les Verts, avec la crise énergétique actuellement, ils sont en train de vouloir annuler le chauffage au gaz. Ils sont en train de vouloir forcer les gens à refaire l'isolation. Donc, en fait, c'est un peu critique actuellement de mon point de vue. Mais là, vraiment, je ne m'y connais pas. Donc, je ne sais pas comment toi, tu analyses la situation. Déjà, la première thématique que tu as soulevée, c'était celle du Grundsteuer. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais le Grundsteuer, déjà, ce n'est pas toi l'investisseur qui paye, c'est ton locataire qui paye. On t'avait dit que si tu es locataire aujourd'hui, c'est que tu payes le Grundsteuer de ton propriétaire. Donc, ils peuvent augmenter ça comme ils veulent là-bas. Tant que tu es investisseur, tu es tranquille. Okay. La deuxième problématique, c'était celle des réformes énergétiques. C'est vrai que j'ai un faux dit par rapport à ça, mais on peut en parler cause. Je sais que ce qui est en train d'être débattu actuellement, c'est qu'à partir de 2024, qu'il n'y ait plus de construction avec le gaz ou alors avec l'huile. La décision n'a pas encore été approuvée, donc c'est encore un débat. Mais maintenant, après, si tu as le gaz ou alors si tu as l'huile et que ça fonctionne, tu laisses fonctionner. Maintenant, c'est au cas où tu es en train de vouloir construire nouvellement que tu as l'interdiction de construire avec le gaz ou l'huile en début d'année. Non, puisque nous sommes obligés de changer notre horizon jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que vous avez reçu une lettre par rapport à ça? Non, on n'a pas encore reçu, puisque bon, notre horizon va faire 30 ans l'année prochaine. Oui. Bon, et que de deux, et que de deux, on peut laisser, mais si ce horizon là, si ça se gâte, et qu'on ne peut plus réparer, il faudrait changer avec un apport de 65% d'énergie renouvelable. Ce qui fait que, bon, si par exemple, bon, nous n'avons pas notre maison, ce n'est pas Guédem, donc, bon, si on veut faire le wärmepumpe là, comme on dit, il faudrait maintenant, enfin, nous on ne veut pas le faire, mais nous sommes obligés dans notre cas de changer jusqu'à la fin de l'année. Donc, le Greizke, c'est tout ça, enfin, le complet, ce qui fait que ça pourrait faire dans les 25 000 euros environ. Donc, voilà, donc je crois que c'est une politique surtout, enfin, pour les investisseurs peut-être c'est autre chose, mais pour celui qui a... Un résidentiel, ouais. C'est catastrophique. Effectivement, c'est ça avec le résidentiel, parce que quand tu as ta maison résidentielle, quelles que soient les dépenses qui viennent avec, dans ces réformes énergétiques-là, t'influencent directement parce que les coûts sont à ta charge, en fait. Exactement. Le petit avantage que tu peux avoir si tu es dans un appartement locatif, c'est qu'en général, tu n'es pas seul, vous êtes nombreux, donc les coûts vont être partagés par les propriétaires. Maintenant, quand c'est votre maison, bon, un peu comme c'est le cas aussi chez nous, bon, je me souviens quand on a pris notre maison, et c'est vrai qu'on se posait aussi la question, le gaz, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on veut changer? On entendait les voisins dire que oui, ils ont changé et tout. Et on a discuté avec quelqu'un qui nous a dit, tant que ça fonctionne, tu laisses fonctionner. Et on a des maisons chauffées au gaz et à l'huile. C'est vrai que ce qui est chauffé à l'huile, on voulait quand même déjà changer. Je sais pas si tu vas ajouter quelque chose, mais pour le moment, tant que ça l'offre, ça l'offre. Oui, donc si c'est déjà peut-être 20 ans,
et que bon, dans un cas de malheur, on a 2 ou 3 ans, on ne peut plus réparer, c'est fini, il faudrait changer. Exactement. Non, sur le plan résidentiel, il faut quand même toujours vraiment... C'est pour ça que l'investissement résidentiel est vraiment à faire quand tu as vraiment une réserve, quoi, un réglage. Parce que s'il y a un truc, c'est toi et il faut que l'argent sorte pour que ce soit réparé. Je voulais renchérir, parce que là, tu limites sur le cas justement résidentiel. Oui. Prenons un exemple, justement, je suis locataire dans un appartement et mon gaz se gâte. Là, maintenant, je vais dire au bailleur que voilà, il faut changer. Et là, il doit changer complètement tout le système. Et c'est assez court parce que c'est pour le locataire de payer. C'est au coût, justement, en fait, du propriétaire de changer ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, en investissant, il faudra aussi savoir que ça peut arriver, qu'il y a encore des grosses dépenses qui arrivent. Donc, dans ce cas, ce serait prendre encore notre crédit à la banque. Ah non. Enfin, la folie en Allemagne, c'est que cette loi, normalement, ça devait être à partir de 2025. Okay. Donc, ils ont diminué 1 an. Enfin, ils ont mis ça 1 an plus tôt. Parce que normalement, ça devait être à partir de 2025. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que Hack crée beaucoup de désordre, à mon avis. Donc, en commençant encore peut-être au niveau du immobilier locatif et de l'immobilier résidentiel. Bon, j'ai un beau-frère en France, et bon, les premiers en Pologne. Et je lui disais, bon, nous avons acheté des appartements ici, et il y a un locataire qui nous donne l'argent, et puis on rembourse à la banque. Comment ça tu prends? Il dit, mais comment ça je dis, mais je prends le crédit, et je cherche quelqu'un qui va dans l'appartement, et à chaque mois, il me donne de l'argent, je prends une partie, je mets dans ma poche, et le reste, je paye la banque avec. Il dit, mais c'est fou, comment est-ce qu'ils font ça? Je dis, oui, ça marche, et puis ça continue de marcher. Ce qu'il y a, c'est que les États favorisent, c'est-à-dire quand on voit la différence qui existe entre l'immobilier locatif et l'immobilier résidentiel, bon, c'est vraiment fou parce que tous les investissements qu'on fait dans le locatif, tu fais la facture, tu montres à l'État, voilà les dépenses que j'ai faites. J'ai dépensé 100 000 € dans mon appartement, dans mon immobilier. Et j'ai payé les impôts de 100 000 francs, 100 000 €, et l'État te rembourse 50 000 € pratiquement, comme ça, pour les impôts. Et maintenant, dans le cadre de cette on appelle ça, je crois que c'est... je ne sais même plus comment. Voilà. Donc, voilà, et les aides. Voilà, donc quand tu as quitté de l'huile ou bien du gaz vers le pompe, il y a la possibilité de faire payer ton locataire 8%, c'est-à-dire que si tu as dépensé 100 000 € pour changer pour aller du gaz à la pompe, tu as la possibilité de défalquer directement, c'est-à-dire de faire payer le locataire les 8 000 € la prochaine année, 8% des dépenses qui ont été faites. Avant, c'était 11%, ils sont allés à 8% actuellement. Et puis pour revenir dans ton cas, il faut attendre d'abord. Il ne faut pas changer à la va-vite. Il faut attendre. La loi n'est même pas encore là. Ils sont encore en discussion. Et ils s'échauffent comme Christelle le dit. Ils sont en discussion, la loi n'est pas encore là. Et puis on trouvera des mesures d'accompagnement parce que les vieux qui sont en retraite, qui ont 1 200 €, 2 300 € de retraite, mais on fait qu'on paye 50 000 € de verre ou bien 30 000 € de verre. Donc il faut. Le problème, ce n'est pas seulement le verre qu'on paie. Oui, tout ce qui va venir le dérivage. Dans l'isolation, dans 100 000 € ils vont prendre 100 000 € pour rembourser le crédit. Donc c'est difficile. Donc, comme le verre, comme le gaz thermal, on dit bon, aussi longtemps que le change inférieur qui dit que l'appareil est bon, peut-être si vous avez peur, mettez l'argent de côté, mais ne changez pas, attendez que ça se, je dis bon, on ne voudrait pas que ça se gâte en plein hiver, mais il faut attendre que la loi soit en vigueur,
Et puis, surtout, actuellement, les pommes coûtent cher sur le marché. Il y aura de la concurrence qui va peut-être venir de la Chine, et puis ils vont tomber. Bon, il y a des gens qui disent que le gaz therme, là, ça coûte environ 8 000 €, 8 à 10 000 €. Et les pompes, c'est 25 30 000 € et plus. Les gens qui disent que d'ici peu, on va vendre aussi les pompes là dans les prix vont baisser à 8 000, 10 000 €. Donc, ce qu'on peut faire vraiment maintenant, si on veut absolument faire quelque chose, c'est peut-être faire ce qu'on appelle le DMO. Et le DMO, c'est même une masse qui apporte vraiment beaucoup. Si tu as une maison actuellement avec une énergie à hausse de H, avec le DMO, tu peux sauter de 3 chiffres. Donc, tu peux aller pratiquement de H à E ou bien H à E. Donc, c'est très très effectif. Bon, maintenant, concernant le gaz et l'huile, bon, c'est vraiment politique parce qu'il y a des gens qui ont construit l'année passée. Ils ont reçu des subventions parce qu'on disait que le gaz est vert. Bon, maintenant, aujourd'hui, bon, avec le conflit en Europe de l'Est, subitement le gaz n'est plus vert. Donc, c'est vraiment politique. Donc, je conseillerais d'attendre un peu que la loi suprême ait fait. Et surtout, pour les 30 ans, d'attendre que le change tarifaire, c'est vraiment dit en français, qui disent effectivement que bon, il faut arrêter. Abega dit, comme je disais en introduction, créer beaucoup de désordre. Voilà, donc voilà un peu. Voilà, donc c'est un peu ça avec les réformes énergétiques. Je sais que ça fait un peu... On en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, comme je disais, un folie par rapport à ça. Mais c'est assez... pour les personnes même qui sont... L'État est en train de vouloir trouver un moyen quand même de faire que ce soit fait pour tout le monde. Parce que d'un côté, il y a les propriétaires qui disent que bon, on ne va pas prendre 30 000, 40 000 € et 50 000 € et payer directement. Sinon, c'est qu'on va mettre ça sur le locataire. Naturellement, le locataire ne veut pas qu'on mette sur lui. Ou alors, on doit prendre ça dans la fiscalité. Ça veut dire que c'est l'État qui doit encore payer. Donc, c'est pour ça que c'est une loi que moi, je pense que ça va traîner vraiment avant d'être complètement approuvé. Il y a tellement de tiraillements là-dessus. Et le conseil donc que notre change time fait, comme vous avez donné, c'était de nous dire, tant que ça fonctionne, laissez ça là. C'est vrai qu'en investissement résidentiel, il faut toujours mettre l'argent de côté parce qu'il y a toujours un truc qui se gâte et tout le reste. Quand c'est le locatif, quand tu se gâtes naturellement, tu arranges et tu gardes la facture. Mais quand c'est le résidentiel, voilà, c'est pour toi. Il faut toujours mettre l'argent de côté pour les moments difficiles. Mais en résidentiel, cette loi-là, je ne pense pas que, du moins 2024, je pense que c'est très tôt. Et justement, je discutais aussi avec un autre dans le domaine qui nous a dit que, parce que là, on parle quand même de 60% d'habitations en Allemagne hein, qui sont betroffen par ça. Donc, ça veut dire que si vraiment on dit que toutes les maisons là doivent changer, il n'y aura même pas la capacité. Je veux dire, même s'il y a l'argent, il n'y aura même pas la capacité pour pouvoir changer ça. Donc, je veux dire, même pas la capacité humaine, quoi. Donc, c'est quand même assez ouf. Voilà, donc justement, on voulait aller sur l'étape du bon deal. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon deal? Je crois que là, on va aller un peu dans le sens de ce que tu expliquais tout à l'heure, dans le sens déjà de la micro-analyse. Mais là, je vais parler encore un peu en gros parce qu'il y a des personnes qui sont souvent un peu... qui se focalisent sur certains points qui ne sont pas forcément complètement généraux. Donc, comme je disais, avant que les taux d'intérêt ne montent jusqu'à cash flow 0 ou alors cash flow positif, l'emplacement va jouer un rôle très important. L'emplacement, c'est là où tu habites, là où tu achètes, parce qu'effectivement, tu veux rester là où il y a les gens, tu veux rester là où il y a la population. Là où la population va être grandissante, parce que ça ne te sert vraiment à rien d'avoir un cash flow 0 alors un cash flow positif à un endroit où, voilà, personne n'a vraiment envie d'habiter là-bas. Le bon deal aussi, c'est la prise en valeur du bien immobilier. C'est vrai que les gens confondent souvent un peu ça avec la spéculation. Aussi que dans ce cas, on n'est plus dans l'immobilier, on est un peu rentré dans la bourse. Pourtant, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mais quand on regarde, moi je dis souvent, quand on parle de prise en valeur, il faut vraiment prendre des études empiriques pour regarder, les études en arrière. Un peu comme quand on parle de Berlin ici. C'est quelque chose que, bon, on est dans la zone, on connaît, on sait qu'avant on achetait à 150 000 ici.
Aujourd'hui, on achète à 300 000. Et jusque-là, et après, il y a aussi des plateformes sur lesquelles on peut avoir des informations par rapport à ça. C'est quelque chose que je partage justement aussi dans les séances de coaching pour pouvoir regarder le prix, la prise en valeur et tout le reste. Parce qu'on est quand même dans une zone où les choses se passent bien. Le bon deal, c'est l'investissement passif. Bon, là, je dis ça parce qu'il y a plusieurs personnes aussi qui me contactent souvent et qui disent que voilà, Madeleine, je veux bien investir dans l'immobilier, mais je ne veux vraiment pas avoir de contact avec l'immobilier. Je veux que ça, quoi. Donc ça, c'est pour des personnes qui se disent que bon, le bon deal pour moi, c'est que ce soit le plus passif possible, parce que je ne veux vraiment pas qu'un jour le locataire m'appelle. Je ne veux pas aller à la réunion des propriétaires. C'est aussi possible, tu donnes juste la procuration à un mètre faire pour gérer tout ça, mais naturellement, ça va te coûter aussi de l'argent. Voilà, il y a des personnes aussi qui pensent que le bon deal, c'est de négocier le prix et d'acheter sans passer par un agent immobilier. C'est vrai que j'ai mis ça là en tant qu'agent immobilier, parce que c'est ce que moi aussi je pensais avant d'être agent immobilier. Je me disais que l'agent immobilier, c'est quelqu'un à qui on donne de l'argent alors qu'il n'a rien fait. Mais une fois lors d'une visite, il y a un papa qui vendait sa maison. Cette maison-là est vraiment restée longtemps en ligne. Donc, on a d'abord fait une première visite. Et lors de la deuxième visite, ça ne partait pas. Et quand on lui a posé la question par rapport au prix, parce qu'effectivement, on essayait de négocier le prix, il nous a dit que, on a l'impression qu'il a mis le prix de l'agent immobilier sur le prix de vente. Il a dit effectivement, c'est ce qu'il a fait. Si les autres le font, pourquoi est-ce que lui ne devrait pas le faire? Donc du coup, il a donc mis le prix et il a haussé le prix. Et finalement, après 6 mois, le bien était toujours en rayon. Je lui dis, mais baisse le prix, tu n'arrives pas à vendre. Il dit non, il ne baisse pas le prix, il va rester comme ça jusqu'à ce qu'il va trouver quelqu'un qui va prendre. Donc du coup, il y a des personnes, il y a des vendeurs qui vont vraiment de façon active en disant ok, je mets le courtage de l'agent immobilier sur le prix du bien immobilier avant de le vendre, parce qu'effectivement, dans le cas contraire, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Moi, je dis l'agent immobilier, c'est souvent très bien parce que l'exercice, c'est déjà de pouvoir savoir la qualité du bien par rapport au marché, avoir un prix raisonnable sur le marché. Et puis, quand tu discutes avec l'agent immobilier, tu peux lui poser la question, comment est-ce que le vendeur est posé? Est-ce que le vendeur peut baisser le prix? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et aussi, son travail vraiment principal, c'est vraiment de qualifier le bien, parce que le propriétaire généralement a un fortune différent de la réalité, parce que ta maison, généralement tu l'as achetée à un prix X, tu as habité à l'intérieur, tu as un amour pour la maison là, et forcément tu n'es plus réaliste, tu n'es plus sur la réalité. Pourtant l'agent immobilier en général, il est réaliste et il te dit voilà ce qui est possible, voilà ce que je fais, voilà ce qui est possible par rapport à ce bien immobilier, alors que le propriétaire parfois est sur un autre monde, quoi, s'il faut dire ça comme ça. Je pense que, comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Comment on fait donc pour reconnaître un mauvais agent immobilier? Parce qu'effectivement, il y a ça se dit, il y a des agents, lui, c'est juste son comptage qu'il veut, et voilà quoi. Donc, que le deal soit bon ou pas, du moment où il a son argent, pas de problème. Alors, comment on fait en tant qu'investisseur, quelqu'un qui n'a aucune idée, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un mauvais agent immobilier? Effectivement, ça c'est une très bonne question. Merci pour la question. C'est un mauvais agent immobilier, en général, tu le ressens de par le fait que est-ce qu'il s'occupe vraiment du bien immobilier en soi quand tu lui poses les questions. Parce que je connais un agent immobilier par exemple, chaque fois qu'on allait à la visite, il était devant la porte et il disait entrer. Et quand tu lui posais une question, c'était à peine même s'il ne te grondait pas que pourquoi tu lui poses une question. Donc tu sens qu'il ne sait pas vraiment face avec le bien immobilier. Il essaye, il a peut-être 10, 15, 20, je sais pas moi, 50 000 immobiliers dans son portfolio. Il sait que plus il va faire les visites, un jour il va vendre de toutes les façons. Donc il ne s'en occupe pas vraiment. Et si tu sens que quand tu lui poses déjà une question, par exemple, comme c'est quoi l'année, la dernière fois qu'on a changé le chauffage, il n'a déjà pas envie de te répondre. Ce n'est pas quand tu vas lui demander si tu peux faire quelque chose sur le prix qu'il va te répondre, quoi. Mais il y a d'autres agents immobiliers. C'est pour ça qu'on dit qu'actuellement, c'est justement la période où on voit facilement le vrai agent immobilier. Parce que le vrai agent immobilier aujourd'hui, vu que trouver le client est assez compliqué avec les taux d'intérêt actuels, il prend la peine de bien regarder le bien immobilier, de bien le qualifier
avant de le mettre sur le marché. Sinon, naturellement, il ne s'en sort pas. Parce que lui, il avait souvent de très bons biens immobiliers. On a fait au moins 3 ou 4 visites avec lui, mais finalement, j'ai dit que non, lui là, on le met de côté, quoi. Parce que pour lui, c'était vraiment ça. Donc déjà, il y a des questions qu'il faut poser à l'agent immobilier quand tu fais la visite. Et selon la façon dont il vient, tu peux remarquer quand même si c'est quelqu'un qui c'est vrai que c'est souvent difficile. Bon, dans ma formation, par exemple, moi, par exemple, je suis agent immobilier, je travaille, on a dit, tu as deux côtés, en fait. Donc, il y a le côté du vendeur et il y a le côté de l'acheteur. Donc, c'est souvent difficile parce que, en tant qu'agent immobilier, tu es un peu au milieu. Mais maintenant, le plus important, c'est d'être le plus transparent possible par rapport aux informations. Après, si l'acheteur a un prix qui est très bas ou que tu ne peux pas le satisfaire, ou si la maison a vraiment un problème que tu connais, le plus important, c'est juste de dire à l'acheteur, voilà le risque que tu prends et tout, et voilà donc le problème qui se trouve, quoi. Donc, il faut vraiment être transparent dans les deux sens parce que il n'y a rien de plus pire que d'acheter un bien immobilier et de se rendre compte que, voilà, je sais pas moi, il y a le chimel ou il y a la moisissure et ils vont faire des dépenses supplémentaires qui n'avaient pas été prévues. C'est vrai que souvent tu peux, voilà, ce qu'on dit en allemand, anfechten le fait, le contrat, si cette information ne t'a pas été donnée à l'avance, mais ça après, c'est encore une autre longue procédure. Pourquoi est-ce que c'est toujours vendeur depuis les 3,5% je veux dire à l'acheteur, pardon. Oui. Le vendeur, celui qui veut vendre le bien immobilier, lui, ne paye pas l'agent immobilier ou bien il perçoit aussi quelque chose du vendeur. Oui, il y a deux façons de travailler en tant qu'agent immobilier. Tu peux décider de percevoir du vendeur et de l'acheteur, ou alors tu perçois juste du vendeur. Moi, par exemple, quand je travaille, je perçois juste du vendeur, je ne perçois pas de l'acheteur. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand tu perçois du vendeur et de l'acheteur, tu dois percevoir le même montant. Tu as la flexibilité là-dessus, en général, c'est 3,5% que tu vas donc percevoir du vendeur et aussi de l'acheteur. Mais il y a les biens immobiliers que tu vas, par exemple, en ligne, où on dit provision frei. Ça veut dire naturellement que l'agent immobilier, il reçoit quelque chose du vendeur.